l'époque, le Sénégal était, on peut dire, un département français, parce que c'était au temps de colonisation. J'aurais même dû être né français, mais à cette époque-là, l'administration coloniale avait fait un découpage. Bon, par exemple, le Sénégal, il y avait quatre communes qui étaient considérées comme territoire français. C'était Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque. Ces quatre communes-là, tous les enfants qui étaient nés, ils étaient considérés comme des Français. Ce qui fait que bon, moi, quand je suis né, je suis né à Kaolack, c'est à 200 km de Dakar. Alors, moi, je suis né donc, sénégalais. Bon, on peut dire autochtone, parce qu'en ce moment-là, le Sénégal n'avait pas d'indépendance. Donc, on était considérés comme des autochtones. Bon, c'est quand le Sénégal a eu l'indépendance et est devenu un État souverain, bon, on a eu la nationalité sénégalaise. À cette époque-là, les dirigeants politiques sénégalais étaient des Français. Parce que le premier président, il s'appelait Léopold Sédar Senghor, qui était poète et membre de l'Académie française. Il a demandé pacifiquement l'indépendance et il l'a obtenu pacifiquement. Le Sénégal ne s'est pas battu pour obtenir l'indépendance. Ma ville natale, qui s'appelle Kaolack, c'est la deuxième ville du Sénégal. C'est une ville à l'européenne. Parce qu'il y avait la gendarmerie, il y avait la préfecture, il y avait le tribunal, il y avait aussi quelques banques. Et aussi, il y avait des magasins qui appartenaient au groupe français. Parce qu'en fait, Kaolack, c'est une région qui produisait beaucoup d'arachides. Et le Sénégal était, à l'époque coloniale, jusqu'aux années 80-90, le Sénégal était le premier producteur d'arachides au monde. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'infrastructures qui étaient construites là-bas pour acheminer les arachides vers l'Europe. C'est pour cela que Kaolack était une ville importante. La langue officielle, c'est français, parce qu'on écrit français, on parle français. Mais la langue nationale, c'est le Wolof, parce qu'il y a plusieurs dialectes. Il y a le Wolof, le Toucouleur, le Diola, il y en a beaucoup. Il y a une dizaine de dialectes. Ya salam adunya. Donc là, moi, vers 7-8 ans, j'ai vraiment voulu aller à l'école française. Mais le jour des inscriptions, je suis quand même allé, mais c'est mon grand frère qui m'a amené pour les inscriptions. Et quand je suis venu, il fallait faire la queue. C'était vraiment très long, quoi. Il fallait faire la queue. Bon, on a fait la queue jusqu'à, je crois, 2 ou 3 personnes devant moi. Bon, le directeur de l'école a dit que bon, maintenant, l'école est remplie, on ne peut plus prendre personne. On ne peut plus prendre personne et voilà, c'est comme ça que je n'ai pas pu m'inscrire à l'école française. Parce que tous mes frères étaient à l'école française, mais mon père, lui, il préférait que je suive l'école coranique. Il était musulman et pratiquant. Et surtout, il ne voulait pas que tous ses enfants soient trop, je peux dire, occidentalisés, quoi. Il voulait quand même faire il avait envie qu'un de ses enfants soit vraiment bien religieux, quoi, en quelque sorte. Et là, il m'avait choisi, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais il a voulu que ça soit moi. Pour que je devienne
Bon, pas un marabout comme on le voit ici en France, mais pour vraiment être un enseignant en arabe ou dans les écoles coraniques. Mais moi, depuis toujours, ce n'était pas mon souhait. Ce n'était pas mon souhait. Bon, j'aimais bien le Coran et tout, mais je ne voulais pas en faire un métier. Et même une fois, quand mon père a découvert que je ne partais pas à l'école coranique, il était très fâché. Il était très fâché. D'ailleurs, il y a cette souvenir-là qui est toujours là dans ma tête. Une fois, il m'a vraiment tapé très fort. Pour la première fois, il m'a vraiment tapé très, 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 très fort. Parce que je pensais vraiment à ne plus aller à l'école coranique. Mais bon, après ça, c'est bien arrangé. Il a bien compris que je ne voulais pas. Et finalement, il a accepté. Il a accepté que j'aille apprendre un métier. C'est comme ça que je suis allé à Dakar, chez une de mes tantes. C'est là-bas que j'ai appris le métier de tailleur en 1974. Et voilà. Tu avais quel âge? J'avais 15 ans. Il avait tout le temps des maux de tête. Et on ne le savait pas à cette époque-là, mais elle avait la tension. Elle avait la tension et puis d'autres maladies aussi qu'on ne savait pas. Et elle était souvent malade. Bon, là, il fallait vraiment que je bouge, quoi. Parce que il m'était très difficile de la voir tout le temps souffrir comme ça. Elle ne voulait pas que mon père m'impose quelque chose. Ça, je le sentais en elle. Mais qu'est-ce qu'elle pensait, ça, c'est dommage qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Mais vraiment, il y avait... c'était fort, quoi, entre nous deux. Le lien qui était entre nous deux, c'était très fort. Parce que je me souviens, quand vraiment elle n'était pas bien, elle pleurait et tout ça, à chaque fois, moi, je le sentais. Je le sentais et ça me touchait beaucoup. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Et même à chaque fois, quand j'étais avec ma mère, je lui disais que maman, t'inquiète pas, de toute façon, quand je serai grand, tu seras heureuse. Tu seras heureuse, tu auras tout et tout. Et je me rappelle quand je lui disais ça, elle était contente. Elle était vraiment contente. Et effectivement, c'est ce qui m'a poussé aussi à venir en Europe. C'est les raisons aussi qui m'ont motivé, quoi, à tout faire pour réussir pour la faire vivre, pour qu'elle ait une vie meilleure, quoi. Parce que ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Parce que il faut que je parte pour avoir quelque chose, pour l'entretenir en quelque sorte. J'envisage de sortir par amour. Parce que j'arrive pas vraiment à... Parce que jusqu'en 79, elle continuait à aller chercher de l'eau pour faire les vaisselles. Il n'y avait même pas de robinet à la maison. Et il n'y avait pas les moyens pour l'installer. Il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas d'électricité. Et pour ça, il faut de l'argent pour le faire. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, donc il faut que j'aille le chercher. Parce que moi, je préfère, à cette époque-là, je préférais même mourir à l'extérieur que de voir ma mère souffrir. Je ne pouvais pas l'accepter.
Parce qu'à cette époque-là, on pouvait passer par la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne. Et à partir de Maroc, on pouvait rentrer en Europe, quoi. Et malheureusement, là aussi, ça n'a pas marché. Parce qu'en 1988, il y a eu des événements tragiques qui se sont produits entre le Sénégal et la Mauritanie. Bon, finalement, je n'ai pas pu continuer et je suis revenu encore au Sénégal. Au début, c'était vraiment des histoires entre les éleveurs mauritaniens et les agriculteurs sénégalais. Il y a les éleveurs mauritaniens qui venaient avec le troupeau et les troupeaux dégradaient toutes les cultures sénégalaises. Et là, il y a eu des affrontements entre les populations. Et là, il y avait un pont aérien qui s'est installé entre les deux capitales, Nouakchott et Dakar. Et c'est comme ça que je suis retourné à Dakar. Pour recommencer encore à zéro. Et là aussi, c'était vraiment une année très dure en 1988. C'était vraiment très pénible. Mais, j'ai pu économiser une petite somme de 50 000 francs CFA, c'est équivalent de 70 € comme ça. C'est avec ça que je me dis, maintenant il faut que je bouge. Bon là, cette fois-ci, j'ai pris le chemin de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment-là, entre Burkina Faso et l'Allemagne, il n'y avait pas de visa. Donc j'ai dit que je vais tenter là-bas. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé là-bas aussi, j'ai pu économiser jusqu'à avoir une petite somme, tout le temps continuant aussi à entretenir ma mère. Et de là-bas, je suis allé au Burkina Faso pour voir comment je peux faire pour avoir le visa là-bas. Et de là-bas, j'ai rencontré aussi un Burkinabé qui m'a aidé à avoir un passeport burkinabé. C'est comme ça que je suis allé en Allemagne. Par chance, je n'ai pas rencontré la police dans le train. Et je l'ai pris, c'était la nuit. J'ai pris un train de nuit et je suis arrivé à Paris-Gare du Nord vers 8h, 8h30 comme ça. Et là, après, j'ai pris le taxi, je suis allé voir ma cousine dans le 19e. Comme ça, ce jour-là, j'ai bien dormi la journée et le soir, on a mangé, on a bavardé et tout ça, on bavardé de l'Afrique et tout. Et après aussi, il y a mon copain d'enfance qui est venu me chercher. On est allé au marché de Montreuil, j'ai acheté un matelas et tout. Et on est allé chez lui dans un foyer. Bon, là, j'ai commencé à dormir par terre. Et le lundi, on est allé... il m'a présenté son patron, là où il travaillait, mais il n'y avait pas de travail. Et son patron m'a recommandé avec un autre monsieur. Parce que eux, c'était turc. Bon, ils ont des confections un peu partout. Donc là, j'ai commencé. Il y a mon ami aussi qui, par ses connaissances, ils m'ont fait des faux papiers pour que je commence quand même à travailler un tout petit peu. Parce que même les patrons turcs, il faut que tu les présentes quelque chose pour qu'ils puissent l'enregistrer sur leur carnet. Bon, de toute façon, ils ne déclarent pas, hein, c'est juste pour se protéger, quoi, en cas où s'il y a un contrôle. J'étais payé par pièce.
Par exemple, ce qu'il doit payer 20 francs, moi je suis payé 5 francs. Bon, là, c'est vraiment la galère qui commence, quoi. À chaque fois, le matin, quand je me lève, j'essaie vraiment de me faufiler parmi les travailleurs pour ne pas être contrôlé. À chaque fois, tous les matins, c'est comme ça, quoi, matin et soir. C'est comme ça, il faut vraiment être vigilant, quoi, pour ne pas être contrôlé par la police. Et bon, par chance, quand même, j'arrivais toujours à passer, quoi. Malgré la peur dans le ventre, mais j'arrivais toujours à passer. Et bon, chaque mois, j'arrivais quand même à avoir une petite somme pour envoyer ma mère. C'est des années très pénibles. Parce que là, je savais que mon père est très malade. À cette époque-là, c'est ma mère qui était la première à tomber malade, mais la santé de mon père s'est aggravée plus rapide que ma mère. Et malheureusement, il est mort en 96. Et là, c'était vraiment un coup terrible. Quand il est mort, je pouvais pas partir parce que j'avais pas de papier. Si je pars, je retournerai jamais ici. Et même si je prenais le risque de partir, je pouvais même être arrêté à l'aéroport. Donc là, finalement, c'est une année très pénible pour moi. Mais bon, après, je me disais que ma mère, elle est là, donc peut-être je vais avoir la chance d'avoir mes papiers avant qu'elle soit morte aussi. Et surtout que la santé de ma mère aussi, ça continue à se dégrader. Et malgré tout ça, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas partir. Et c'est comme ça que ça a continué jusqu'en 2001. Malheureusement, ma mère aussi est décédée. Elle est décédée en 2001. Et là, je peux dire que c'est une partie de moi qui est partie, quoi. Une partie de moi qui est partie. Et là aussi, je ne pouvais rien faire. Ni partir, ni rien. Ni ne serait-ce que pour assister à l'enterrement, rien. Je ne pouvais plus revenir. Et voilà, après ça a été vraiment un grand amour. Et en 2003, on a eu un garçon qui s'appelle Khalidou. Et en 2006, on a eu notre deuxième enfant qui s'appelle Yaya. Et jusqu'en 2003, je vis toujours dans les mêmes conditions. Et en 2004, j'ai encore essayé un autre dossier qui a été cette fois-ci favorable. Grâce à l'intermédiaire du député de 11e arrondissement qui s'appelle Patrick Bloch, il a appuyé, il a fait des courriers et tout. Et finalement, la préfecture, ils ont accepté mon dossier et ils m'ont régularisé en 2004. Et en 2007, je suis retourné au Sénégal pour voir les tombes de mes parents. Et c'était très émouvant. Et très émouvant parce que j'aurais bien voulu que les trouver, même si c'est un, parmi les deux, même si c'est un. Mais bon, c'est comme ça que le destin a voulu.
Je suis retourné et j'ai vu leur tombe. Pénible. Et maintenant, le souci qui se pose, c'est les billets quoi, pour partir et faire voir mes enfants les tombes de leurs grands-parents. Parce que maintenant, le grand, il a vraiment envie de savoir. À chaque fois, il me pose des questions, comment mes parents étaient, comment ils vivaient et tout ça. Mes enfants, ils sont nés en France, mais pour l'instant, ils sont ni français et je peux dire ni sénégalais. Bon, je les ai déclarés au consulat du Sénégal, mais ils sont nés en France et ils ne connaissent rien du Sénégal. Mais les lois françaises sont faites ainsi. Ils sont nés en France, mais pas français. Il faut attendre jusqu'à l'âge de 13 ans. Bon, à partir de 13 ans, moi, je peux faire la demande. Sinon, il faut attendre l'âge de 18 ans pour qu'eux-mêmes, ils fassent la demande pour être français. Avant, c'était tous les enfants qui sont nés sur le territoire français, ils ont la nationalité française. Ce qu'on appelait le droit du sol. Même les enfants qui sont nés en plein vol, si l'avion est sur le territoire français, l'enfant qui est né sur cet avion-là, il est considéré français puisque l'avion est sur le territoire français. Et ça a même arrivé, je crois, 1 ou 2 fois, avant que la loi soit changée. Je travaille légalement et déclaré. Je paye mes impôts et je paye aussi la cantine de mes enfants et tout. Tout est OK. Les seules difficultés, c'est comment faire pour avoir un logement décent. Surtout pour notre garçon qui commence à grandir et qui voit ses amis. Ils ont leur chambre, leur coin de jeu et tout. Et lui, il n'en a pas. Là, c'est notre plus grand souci en ce moment. Ce que moi, je n'ai pas pu avoir, je ferai tout pour leur donner à eux. Pour l'instant, c'est mon combat. Il faut vraiment se battre et avoir de l'ambition et aspirer à une vie meilleure. Ces qualités-là, si on les a en tête, on peut toujours espérer en arriver un jour, tôt ou tard.